bonsoir à tous. J'ai pris comme fil conducteur le titre que nous avons donné dans une formule peut-être plus ramassée. Muré dans mes représentations, point d'interrogation. Et puisque c'est une communication philosophique, hein, je vais apporter la touche de métaphysique nécessaire. C'est pour ça que je suis là ce soir. On retrouvera l'action en fin de parcours, dans une version peut-être à laquelle vous ne vous attendez pas forcément. Le mieux, c'est que je commence. Alors, tout ce que je vais dire, j'en ai fait un PDF, donc je vous le communiquerai. Comme ça, il y aura la trace correspondante à ce que j'ai dit aujourd'hui, disponible pour réflexion après la conférence. Ou après la... Voilà. Alors, donc je commence. Vous vous intéressez directement ou indirectement aux sciences cognitives qui nous viennent du monde anglo-saxon. Et moi, je vis à Hambourg et je m'intéresse essentiellement à la philosophie allemande. Formulée autrement, je dirais, voilà l'équation de notre rencontre. René Descartes, David Hume, Emmanuel Kant. Ces trois philosophes sont presque le tiercé gagnant de la philosophie classique, ce qu'on appelle la philosophie classique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire la philosophie de la représentation. Et de ses nœuds les plus fameux, parce que bien sûr, elle pose des tas de problèmes, mais elle ne les résout pas tous. Donc en 40 minutes, je vais essayer de vous donner quelques aperçus sur ces problématiques classiques de la représentation, avec, vous m'excuserez, peut-être quelques simplifications. Donc, je vais prendre le problème tel que Descartes nous le fait prendre en ouvrant la philosophie moderne. Et c'est ce que disait le titre, muré dans mes représentations, enfermé dans mes représentations, ça veut dire aussi tout simplement enfermé dans ma conscience. Donc ça, c'est peut-être moins grave, enfermé dans ma conscience. Dans les termes de Descartes, ça veut dire enfermé dans la res cogitans, c'est-à-dire la chose pensante. Il a traduit lui-même en français par la substance pensante. Donc c'est notre destin à tous, êtres humains. Nous sommes enfermés dans nos représentations, mais ça veut dire enfermés simplement dans notre conscience. Alors, est-ce qu'on est enfermé dans ces représentations? La réponse à cette question, c'est à la fois oui, parce que rien que se poser la question, et même si j'y réponds non, c'est encore penser, donc c'est être conscient. Mais, donc ça veut dire qu'en un sens, oui, mais en un autre sens, non, parce que la représentation, et c'était tout l'effort de Descartes et de ses successeurs, est capable de sortir d'elle-même. Donc ça, ce n'est pas la dimension pratique qui vous intéresse, semble-t-il, le plus, mais aussi la dimension théorique, puisque on peut donner à représentation, plutôt à sortir de ces représentations un autre sens. Sortir de ces représentations, ça veut dire s'assurer du rapport entre la représentation et l'original. Puisque, ou plutôt, si vous voulez, entre la représentation et le réel dont elle est l'écho. À ce moment-là, la représentation est plus qu'une simple représentation. Elle devient tout simplement une connaissance. Ou encore, si vous voulez, une vérité. Ou on peut mieux dire, avec le langage qui sera celui de Descartes, une certitude. Ce qui est le nom psychologique de la connaissance. Et là, quand on parle de représentation en philosophie, avant de passer à l'action, il y a tout un long chemin à parcourir, parce que la représentation, c'est d'abord un problème théorique, c'est le problème du fond de la science et de ses fondements. Alors, dans le discours de la méthode, Descartes se précipitera très vite pour dire qu'une fois qu'on a la certitude, on peut agir d'une manière qui est redoutablement efficace. L'expression, vous la connaissez peut-être, c'est devenir comme maître et possesseur de la nature. Et la nature, c'est aussi éventuellement le corps humain et toutes sortes de choses qui vont avec. Concernant la représentation elle-même, Descartes nous dit que c'est une sorte de tableau. Un tableau que j'ai dans l'âme.
Et d'après lui, il y en a 3 grandes catégories. Il y a les représentations qui viennent de l'extérieur, qu'il appelle adventis, hein, adveniat en latin, c'est qui advient, sous-entendu, de l'extérieur. Les représentations factices, factice de fingere, qui veut dire en latin fabriquer, c'est moi qui les fabrique dans ma tête. En gros, si vous voulez, c'est les fantasmes, tout ce qui est imaginaire. Et puis, il y a une catégorie qui intéresse beaucoup plus les philosophes, qui sont les représentations innées, ou les idées innées, c'est-à-dire que celles-là, elles sont en moi, et d'après les philosophes classiques, elles viennent de l'intérieur de mon âme. Alors, toujours sur ce mot quand même de représentation, qu'il faut un peu interroger. Représentation, c'est représentation. C'est quand même un mot étrange, c'est le même mot qu'en anglais. En allemand, c'est pas la même chose. C'est Vorstellung qui a d'autres nuances, mais la représentation en français, c'est la capacité, si je pense comme Descartes, qu'a tout être humain, et que nous avons tous, de ressaisir comme des pensées de notre ego cogito, tout ce qui nous passe par la tête. C'est-à-dire que nous voyons un arbre, nous pouvons revenir à notre perception de l'arbre. Nous fantasmons un jour de bonheur, on peut revenir et ressaisir cette pensée. Et on peut l'examiner, on peut prendre des distances par rapport à elle. Descartes ira même jusqu'à dire que ça permet aussi de devenir le maître de sa propre âme, c'est-à-dire qu'on peut mettre à distance nos propres pensées par un effort qu'on appelle un effort réflexif. Et le de représentation, c'est ça. Ceci dit, il y a dans ce début de la philosophie moderne et la philosophie de Descartes, 2 formules de l'enfermement, du mauvais enfermement dans la représentation. Le premier, c'est le doute sceptique. Alors, ça serait peut-être de façon transversale une réponse à la question que vous avez posée. Comment se fait-il que nous soyons si souvent bloqués? Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas sûr. Et nos représentations sont douteuses. C'est-à-dire que dans la mesure où on n'a qu'une conscience, le mieux qu'on puisse faire, c'est être conscient. Être conscient, c'est avoir des représentations. Et on n'a que la représentation, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'original. Descartes vous dirait Dieu a l'original, mais nous ne sommes pas Dieu. Et par conséquent, nous ne pouvons pas être sûrs, puisque on n'a pas l'original, dont la représentation est l'écho. On n'a pas le réel pur, direct. Eh bien, on ne peut pas être sûr que les deux correspondent. Donc, la première sagesse, dira Descartes, c'est de douter. Douter de ses représentations. C'est le fameux doute sceptique, qui est une manière de... Je suis dans un monde de représentation, mais je ne sais même pas si ça correspond à quelque chose ou pas. Descartes va donner une dimension extrême à ça, on appellera ça le doute hyperbolique. Peut-être bien qu'en ce moment, dites-vous-le chacun pour vous, vous êtes en train de rêver et vous n'êtes pas là. Et là, vous êtes au comble de la représentation, c'est-à-dire que peut-être que tout ça n'est qu'un rêve. Ça, c'est la première chose. C'est le premier enfermement. Il y en a un autre moins radical qu'on appelle le solipsisme, c'est-à-dire que vous pouvez prendre conscience, et c'est la fameuse formule que vous connaissez sans doute tous, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Vous pouvez prendre conscience que même si toutes vos représentations sont douteuses, au moment même où vous les représentez, vous pensez. Donc même si elles correspondent à rien, vous les avez, c'est-à-dire vous avez des cogitata, des pensées, et dont vous êtes conscient que vous pensez. Peut-être que cette pensée n'est qu'un rêve, mais une chose est sûre, vous pensez. Et c'est le sens du fameux cogito ergo sum, je pense, donc je suis, ce qui veut dire je pense, donc ma pensée existe. Vos représentations existent. Elles correspondent peut-être à rien, mais elles existent. Et ça, c'est pas rien, c'est une première certitude. Et Descartes dit c'est une certitude que personne, même la puissance de Dieu, dit-il, ne peut mettre en cause ou en doute. Mais ceci dit, ça ne nous amène pas très très loin, parce que je suis sûr que je pense, mais je ne sais toujours pas si mes représentations correspondent à quelque chose ou pas. Donc vous voyez, j'ai mis la barre assez loin, mais enfin assez haut, mais cette barre, c'est celle de Descartes.
Donc, j'ai choisi de vous faire passer faire prendre le long détour, celui d'une œuvre célèbre de la philosophie française qui s'appelle Les Méditations métaphysiques de Descartes. Et arrivé là, bloqué dans le solipsisme, c'est-à-dire dans l'idée peut-être que dans l'absolu, puisque c'est là qu'on est, hein, c'est là que je vous ai mis, dans l'absolu. Peut-être que on est en train tous de rêver. Alors moi je rêve et vous dans vos rêves à vous, et peut-être bien qu'on ne peut pas aller plus loin. Et Descartes va tout faire pour sortir de cette impasse et pour amener la pensée humaine à sortir de l'enfermement dans la représentation de ce mauvais enfermement. La première certitude qui nous en sort, je l'ai nommée, c'est le cogito, on appelle ça le cogito, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Voilà une certitude qui ne me mène pas forcément très loin, mais c'est déjà beaucoup. Je suis sûr que moi, j'existe, moi qui pense, ma pensée quand je la pense, elle existe. Et seule la représentation existe en fait, si vous y réfléchissez. Donc, même si je ne peux toujours pas assurer que ce dont elles sont représentation existe. Peut-être que tout ça, c'est un rêve. Descartes va donc se demander qu'est-ce qu'il y a comme type de représentation. Et ça, quand on réfléchit philosophiquement sur la représentation, il faut se dire que représentation, c'est un terme général, ça correspond à des tas de choses qui sont très différentes, tout ce qui nous passe par la tête. Et dans la multitude de mes représentations, il y en a une, dit Descartes, qui est très particulière. Elle vous surprendra peut-être, on est en France, enfin, vous êtes en France sans doute au XXIe siècle, donc c'est peut-être plus paradoxal, mais il dit cette représentation, c'est celle de l'infinie perfection. Chacun a en soi, dans sa conscience, la représentation de l'infinie perfection. Bien sûr, on ne peut pas en faire le tour, mais on a fortement cette... c'est pas une de celles dont on fait usage quotidiennement, mais elle est au fond de nous-mêmes, c'est une idée innée, parce que si tu es parfait, ça ne peut pas venir de l'extérieur. L'extérieur est imparfait. Et nous l'avons en nous parce que vous comme moi, vous savez en permanence, je dis bien en permanence, que ce que vous faites et que ce que vous êtes est très imparfait. Et vous ne pouvez avoir cette conscience-là que parce que vous avez aussi en vous la conscience de l'infinie perfection. Voilà dont parle Descartes. Or, dit-il, cette conscience, cette représentation, très particulière, est une représentation dont le contenu, c'est-à-dire l'infini, la perfection, Dieu, si vous voulez, hein, c'est le nom qu'on lui donne d'habitude, dépasse ma condition d'être fini. Elle est au-delà de ce que j'ai dans la tête d'habitude. Donc, c'est-à-dire qu'il va fouiller dans le fond de la conscience des choses qui, d'après lui, la tapissent et en sont un peu l'horizon, si vous voulez. C'est comme ça qu'on dirait dans un vocabulaire moderne. Et par le principe de causalité, il va dire la chose suivante. Il va dire, au fond, puisque cette représentation, elle renvoie à une réalité qui est supérieure encore à elle, elle correspond en fait, dit-il, elle correspond à quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire Dieu. Ça veut dire, au fond, ici, Descartes dit Dieu existe, c'est l'infinie perfection telle que j'en ai en moi l'idée. Et quand on prononce le mot de Dieu, il faut savoir, dit-il, que ça renvoie à une infinie perfection. Ça n'a pas tous les sens tordus qu'on donne à ce mot et qu'on continue à lui donner. C'est le vrai sens rationnel de ce terme. Et par conséquent, quand je ne suis pas sûr que mes représentations correspondent au réel, donc quand je doute, ou pire, quand mes représentations semblent ne pas du tout correspondre au réel, c'est-à-dire quand je me trompe, eh bien, c'est pas un Dieu méchant, comme beaucoup de gens continuent à se le représenter, hein, qui en est le responsable, c'est moi. Si je me trompe, c'est de ma faute. Alors, si le blocage à l'action, c'est l'erreur, parce que voilà une réponse. Pourquoi est-ce que nos représentations nous bloquent? Parce que souvent nous nous trompons. Et quand on se trompe, on va dans le mur. En tout cas, Descartes dit, et c'est là le noyau, le nœud du problème, je me trompe, c'est de ma faute. Réponse cartésienne, c'est la
c'est le troisième élément du dispositif pour sortir de l'enfermement à la représentation. Descartes dit, il faut que je ne me fie qu'à des idées, donc des représentations, si vous voulez, claires et distinctes. Tout ce qui est obscur et confus, je dois apprendre, avec une discipline de faire, à m'en débarrasser. Et il faut que tout ce que je pense dans ma tête, après cette espèce d'autodiscipline et de méthode, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, hein, vous connaissez le nom, discours de la méthode, que je vais m'imposer, eh bien, là, peut-être, je vais me mettre à vivre différemment. Il faut que je m'impose la règle de ne plus adhérer dans ma vie qu'à des représentations claires et distinctes. Voilà le mot de Descartes. Vous me direz, ça ne va pas faire peut-être beaucoup, puisque pour lui, le modèle, c'est bien sûr les théorèmes mathématiques. Alors, c'est vrai que dans la vie pratique, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais allons directement vers la vie pratique, puisque Descartes dit maintenant, examinons le monde extérieur, ce monde dont je ne sais toujours pas si ce que j'en vois correspond à quelque chose de réel, ou quel est le rapport entre ce que je vois et puis le réel, dont ce que je vois est l'écho. Et Descartes dit, au fond, il y a au moins une chose qu'on peut faire quand on est simplement dans les idées pures, dans les idées innées, dans ce que j'ai en moi, eh bien, l'espace qui est autour de moi, je peux le réduire à ce qu'il appelle l'étendue, c'est-à-dire à tout ce qui est mesurable. Le monde qui m'entoure est mesurable de part en part, ça c'est sûr, c'est solide. Et sur cette base-là, ce mesurable des choses qui m'entourent, même si il y a comment dire, des objets qui sont incertains, j'en ai déjà conscience quand je fais de la géométrie, et quand je fais de la géométrie, eh bien, je n'ai même pas besoin de regarder. Je suis dans un monde, quand je définis un triangle, des cartes ou un carré, le triangle rectangle, par exemple aussi, dans de purs objets étendus, et voilà du solide. Sur quoi on peut construire? Sur quoi on peut construire d'abord, premièrement, la science, c'est-à-dire, voilà du solide, ce qui va me permettre, après ce long détour, de détenir des choses qui sont solides, des représentations fiables, c'est les mathématiques et toutes les sciences qui sont fondées dessus. Alors, la géométrie, si vous voulez, et toutes les sciences de la nature qui en découlent. Et sur cette base-là, il y a de l'action efficace possible. Je ne suis plus dans un monde de fantômes, un monde où tout est douteux et où je risque de trébucher à chaque pas. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la philosophie de Descartes, je vais achever cette première partie. Si je fais le final, si je conclus sur ce que je viens de dire après ce long détour, donc en fait, il y a 3 types de représentations dans ma conscience, dans ma tête. Il y a les représentations innées. Je vous ai dit, le modèle, c'est même plus les axiomes mathématiques que les théorèmes, parce que les théorèmes, il faut les démontrer. Les axiomes, ils sont tellement certains que je n'ai pas à les démontrer. Alors, vous allez me dire, ça ne fait pas grand-chose. Et pour agir, pour l'instant, c'est un peu maigre. Peut-être, mais Descartes est, comme tous les philosophes, prudent et il avance pas à pas. Et puis, il y a ces fameuses représentations adventices sur lesquelles on a continué à buter, c'est-à-dire, aujourd'hui en psychologie, on appellerait ça nos perceptions. C'est-à-dire, c'est ce que nous voyons du monde extérieur. Et comme vous le savez, c'est très trompeur. Hein, vous êtes allongé sur la plage, vous ne sentez pas le sol se dérober ni même trembler sous vos pieds. Vous voyez le soleil qui, durant la journée, se déplace dans le ciel, de l'Orient à l'Occident, moyennant quoi, ce que vous voyez, c'est que le soleil se déplace autour de la Terre. Et c'est bien sûr faux. Donc nos représentations, voilà le problème. Hein. Nos représentations, même dans les plus simples, ne correspondent pas toujours, peut-être pas souvent. Au départ, Descartes disait même peut-être jamais au réel, dont elles sont l'écho. Et là, à la fin de son parcours, il va quand même faire un pas de plus que je veux vous communiquer, parce que avant d'agir, il faut peut-être prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc moi, si vous voulez, je suis sur un terrain de philosophe. Avant de répondre à la question, je dis oui, mais il y a ça d'abord, et puis il y a ça aussi, et puis il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Et sur ces représentations adventistes, Descartes dit une chose qui est tout à fait étonnante, qu'on oublie, alors qu'on devrait être, aujourd'hui, avec les progrès de la biologie, on devrait être plus familier de cette de cette vérité, c'est que ce que nous voyons, c'est pas ce que sont les choses. Ce que sont réellement les choses, nous n'en avons pas vraiment conscience. Je parle des choses matérielles qui nous entourent. Ce que nous voyons, enfin, ce que nous avons dans la conscience, au moment où nous représentons un arbre dans la cour, ou même un fauteuil dans la pièce, c'est le rapport que notre corps a avec les choses. C'est-à-dire que ce qui fait le contenu de la représentation, c'est pas la chose elle-même, c'est pas le réel neutre, c'est la manière dont mon corps, qui va, dit Descartes, me communiquer à la représentation, dont mon corps réagit à la chose. Et il y a des exemples encore plus peut-être frappants que l'arbre ou le fauteuil. Donc, ma représentation ne me livre pas une copie fidèle, exacte de l'original, elle me représente ça par un filtrage qui est considérable. Comme le dira plus tard un philosophe français qui s'appelle Bergson, ce que nous percevons, c'est la manière dont notre corps, pour vivre, a besoin dans le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que c'est une représentation considérablement déformée. Et on ne peut pas construire de science là-dessus. Sur les mathématiques, oui. Sur la géométrie, oui. Mais pas sur nos perceptions. Il y a aussi une autre représentation, et là, je pense que par là, vous allez avoir par la bande des réponses à la question que vous avez posée sur le rapport entre représentation et action. C'est-à-dire que nos émotions aussi, qui sont des représentations, dit Descartes, nos émotions, elles nous représentent en permanence le désir, la peur, la colère, ce qui se passe au fond de notre corps. Quand ça s'agite, les hormones, quand ça bouillonne dans notre corps, ça se manifeste dans notre conscience sous forme de représentation. Ça peut être des désirs, ça peut être de la colère, de la peur, de la haine. Ce sont aussi des représentations. Et celles-là, dit Descartes, elles sont... Quand je ne vais pas bien dans mon corps ou dans ma tête, bah, mes représentations, il n'est pas question d'agir avec ça. Hein. Elles correspondent encore à autre chose. Et ce sont aussi des représentations. Donc, si je suis passé par Descartes, c'est que Descartes, c'est sans doute le philosophe français, le philosophe tout court, qui a réduit tout ce qui nous passe par la tête au terme de représentation. Et qui a classé ça dans ces trois grandes catégories. Bien sûr, avec le matériau de mes émotions et des images que j'ai du monde extérieur, je vais fabriquer des fantasmes qui sont un autre type de représentation, profondément présent, massivement présent dans notre conscience, dont les philosophes stoïciens apprennent à se méfier, parce que se laisser emporter par ses émotions, c'est jamais une bonne chose. Et dans l'action, c'est bien sûr ça peut être une cause d'échec grave. Voilà. Alors ça, première partie de mon parcours. Je passe à celui qui a été peut-être un de ceux qui a le plus, à la fois violemment critiqué Descartes, et aussi qui est parti sur le même sol que lui. David Hume, le philosophe anglais de la fin du 18e, de l'Enlightenment anglaise, époque des Lumières aussi chez nous en France, Aufklärung allemande, c'est la fin du 18e, c'est la fin de l'époque classique. Et si je le cite, il dit que la représentation, l'idée de représentation, c'est quelque chose qui ne va pas de soi pour le commun des mortels. Hein, donc c'est une question que, quand vous me l'avez posée, ce n'est pas une question pour le commun des mortels, parce que, je cite David Hume, dans son célèbre traité de la nature humaine, il dit « Seuls les philosophes distinguent les objets et les perceptions sensibles, c'est-à-dire l'objet, c'est ce qui existe à l'extérieur, c'est le réel, la perception sensible, c'est une représentation. C'est un type de représentation, ce que Descartes appelle adventisme. » Et il dit même « Les hommes en général ne comprennent pas cette distinction, puisque ne percevant qu'un seul être, la plupart des gens perçoivent autrui, l'arbre, le fauteuil, mais ils ne font pas l'effort de ressaisir la perception elle-même. Ça, c'est un truc pour les philosophes ou pour les psychologues.
Et il dit, ils ne peuvent jamais admettre l'idée d'une double existence, c'est-à-dire l'existence de la pensée en moi et l'existence de la chose à l'extérieur, qui est je dirais, qui est ce dont notre présentation est l'écho. Donc, et de la représentation, voilà. Donc ça c'est ce qui fait que Hume et Descartes sont d'accord. Ce sont des philosophes qui appartiennent à cette même manière que les Européens, les Occidentaux, ont eu de penser. C'est ce que j'ai appelé la philosophie classique, ou encore philosophie de la représentation. La grande différence, et c'est là que Hume va s'en prendre alors directement à Descartes, c'est que Hume nous dit, mais en fait, la représentation authentique, même si elle est trouble, même si elle est confuse, c'est l'impression sensible. En effet, peut-être qu'elle me renseigne pas terriblement sur ce qui existe, mais celle-là, c'est pas un truc construit. Et ce que Hume va reprocher à Descartes, quand on fait des sciences cognitives, qu'on s'intéresse à ça, il faut absolument le savoir, parce que c'est les modèles philosophiques qui sont derrière tout ça, c'est que nos idées abstraites, dit Hume, ne sont pas des idées innées. En réalité, elles dérivent de nos perceptions, c'est-à-dire de nos impressions sensibles. Elles en sont les traces affaiblies. Ce qui est vital, c'est comme ça que nous vivons tous les jours. Les philosophes devraient revenir, dit-il, plus souvent à l'expérience quotidienne. Ce que nous vivons, nous sommes bombardés d'impressions sensibles, jour après jour, quelle que soit votre situation. Hein, que ce soit à la guerre, ou pendant la guerre ou pendant l'amour, que ce soit en vous promenant dans la rue ou en réfléchissant, même en réfléchissant à des équations mathématiques, en faisant des calculs sur une feuille blanche, vous êtes bombardé d'impressions sensibles. Et c'est ça qui est le plus fort. Là, cette pensée-là, la pensée de David Hume, c'est une longue tradition aussi. C'est ce qu'on appelle la pensée naturaliste, qui se méfie du surnaturel, qui nous environne et qui nous parasite en permanence, même quand c'est en provenance de ma raison. Les philosophes ont eu, Descartes le premier, pense Hume, la mauvaise habitude de gonfler la raison et de faire perdre à l'homme le sol de sa vie représentative. Alors qu'il faudrait, dit Hume, passer le rasoir d'Occam. Donc, rasoir d'Occam, c'est un principe logique que la philosophie anglo-saxonne met souvent au premier plan, c'est-à-dire il ne faut pas multiplier les idées, plutôt les êtres, au-delà de la nécessité. C'est-à-dire que les idées, penser qu'il y a un monde d'idées, qu'il faut prendre appui sur des idées, peut-être que ça ne mène pas aussi loin que Descartes le croit, que nos idées innées sont peut-être même des réalités inutiles, des trucs que l'homme, et certains philosophes en particulier, construisent de façon assez artificielle, et qui font que les hommes... alors voilà la réponse de l'empirisme, puisque cette philosophie de Hume, on l'appelle l'empirisme. Voilà la réponse, une autre réponse qui me paraît intéressante à pourquoi est-ce qu'agir, c'est compliqué à cause de nos représentations, parce que souvent nous construisons des abstractions et que ces abstractions s'avèrent être des impasses parce qu'elles ont perdu le sol originel de l'impression sensible. Voilà, Hume nous met en garde contre toutes ces constructions, souvent inutiles, cette espèce de choucroute qui fut appelée la métaphysique et qui a donné des choses qui aujourd'hui sont parfois oubliées, mais peut-être que ça continue d'être actif encore de nos jours. Le problème de l'homme, dit Hume, de la nature humaine, c'est que l'impression sensible est tellement vive, nous sommes tellement vivants, qu'elle conduit sans cesse l'esprit à aller au-delà de ce qu'il perçoit. Et cette tendance de l'esprit à construire des tas de trucs à partir de ce qu'on voit, c'est une caractéristique que les hommes ont fini par appeler l'entendement, hein, human understanding, parfois la raison. Et cette raison, si elle perd le sol de l'impression sensible, d'après Hume, elle nous amène dans le mur. Alors, l'exemple qu'il prend est une représentation très particulière, vous allez me dire très théorique, même si elle est pleine d'applications pratiques, hein. C'est la représentation de la causalité. C'est-à-dire qu'une chose soit nécessairement la cause d'une autre, ou inversement, que
Si on a une chose, pour l'avoir, il faut avant, il est nécessaire, il faut qu'il y ait eu sa cause. Que les choses n'apparaissent pas comme ça. Dans le monde qui nous entoure, il semble que tout ne peut arriver que sur la base de causes. Et quand on veut agir, vous le savez, de manière efficace, il faut connaître les causes. Hein, parce que sinon, on se bat contre des moulins. Donc, le problème, dit Hume, c'est que cette causalité, c'est une croyance. Les philosophes ont longtemps cru que c'était un truc très solide sur lequel on pouvait même fonder la science, puisque les sciences qui nous donnent, en tout cas, qui semblent nous donner une plus grande efficacité sur les choses, les connaissances scientifiques, reposent beaucoup sur la relation de causalité. Et le problème, dit Hume, c'est que cette relation, quand on y réfléchit du point de vue psychologique, elle repose simplement sur l'habitude. C'est-à-dire que, ou sur la coutume, comme il dit parfois, sur l'habitude, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs fois une chose accompagnée d'une autre, et on finit par en inférer que la première est la cause nécessaire de la seconde. Mais l'additif, ça ne va pas, il y a une faute logique. Une faute logique qui est à la racine de tout un tas de discours très dogmatiques, et peut-être même d'un certain nombre de sciences, ou qui se croient être des sciences. C'est-à-dire qu'on passe d'une conjonction constante ou fréquente de choses qu'on voit souvent ensemble, l'une après l'autre, à l'idée abstraite, illégitime, d'une connexion nécessaire. On a l'impression que s'il y a ça, il doit forcément y avoir ça. Et ça, dit Hume, au fond, quand on voit comment ça se passe dans notre tête, on ne peut pas affirmer ça. Ce n'est pas possible. Au fond, la causalité, même sans doute celle des sciences, dit Hume, c'est une croyance. Voilà, une des grandes thèses. Alors, vous allez me dire que Descartes ouvrait peut-être des portes, et il en avait conscience, à une action très efficace, parce qu'elle était fondée sur des idées innées. Jung fait exploser l'idée innée. Cette philosophie de la présentation, qui débouche, en fait, on l'a souvent dit, sur le scepticisme. Donc, il revient sur le scepticisme. C'est-à-dire qu'il cisaille ce que Descartes avait patiemment construit, mais sur un tas d'échafaudages que Hume estime comme trop artificiels. L'idée de Dieu, d'abord Dieu, qu'est-ce que c'est est-ce que ça aussi, c'est pas de l'ordre de la croyance? Et simplement de croyances qui reposent sur peut-être beaucoup moins... à l'époque, c'était un peu dangereux de dire ça, hein, mais on est à la fin du XVIIIe. Hein, des croyances qui reposent sur pas grand-chose. Donc, tout l'édifice que Descartes avait construit, Hume le dynamite, il est plus raisonnable de faire confiance à nos impressions sensibles, peut-être qu'elles ne vont pas très loin, mais toutes ces constructions artificielles sont dangereuses. Alors, il y a toute une série de conséquences que David Hume va tirer de ce dynamitage, des choses positives, alors que, le scepticisme, bien sûr, ça veut simplement dire limiter notre vie à ces croyances coutumières qu'il y a autour de nous. C'est peut-être pas la promesse d'une action très efficace, mais au moins, on n'ira pas dans cette impasse majeure que serait celle des artifices, on va dire, complètement... le mot serait artificiel, mais des artifices, le mot m'échappe, factice, si vous voulez, artifice factice, de notre esprit. Voilà. Donc voilà voilà une autre réponse hein, à ce blocage. Là, vous remarquez que ce qu'on appelle philosophie classique, ou philosophie de la représentation, c'est la philosophie peut-être qui répond dans un premier temps le plus à vos besoins. C'est-à-dire c'est celle où l'homme se dit de l'intérieur de sa pensée, c'est quoi penser et en effet, qu'est-ce que sont mes représentations? D'où viennent-elles? En quoi consistent-elles? C'est à partir de là qu'on peut voir apparaître peut-être les problèmes de l'action humaine. Parce que nous agissons à partir de nos représentations.
N'oublions quand même pas le point de départ de Descartes, qui est le même que celui de Hume, c'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons agir que à partir de nos représentations. Hume vous dit simplement, n'accordez peut-être pas une confiance exagérée dans toutes ces abstractions que nous moulinons jour après jour. Peut-être bien que ce sera un peu comme la montagne qui accouche d'une souris. Voilà. Et je passe maintenant à ce qui est, bon, je vais vous donner ma réponse, bon, à la question que vous avez posée. Je n'y avais pas pensé à l'origine parce qu'on était parti sur Murray dans sa présentation. Donc, je rajoute au fur et à mesure des éléments de réponse à cette deuxième question que vous avez fait surgir, le rapport entre l'action et la représentation. Donc, je vais vous apporter la réponse. Je vis en Allemagne, c'est celle de Kant. Elle me semble être la plus solide. Elle est la plus complexe aussi. Elle suppose pas mal de choses. Kant qui dira que justement la lecture de David Hume, la sortie de son sommeil, c'est-à-dire la sortie de toutes les idées abstraites, complètement vermoulues qu'il avait et qu'il devait enseigner à ses élèves, et lui a remis les pieds sur terre, mais en même temps, il n'a pas pour autant adopté ni les conclusions, ni même les raisonnements de David Hume. Et si je reprends rapidement le problème de la causalité, c'est que, dit Kant, la causalité, c'est pas un concept qui dérive de mes sensations. Hume a tort, dit-il, ça n'est pas de là que ça vient. La causalité, qui est quand même, si vous voulez, ce qui nous donne, dit Kant, un rapport à l'objectivité du monde. C'est-à-dire, s'il y a dans le monde, autour de nous, des choses que nous pouvons appeler objectives, et je vous signalerai, si on revient toujours sur l'action, que c'est bien pour ça que notre action va être efficace. Quand nous ne sommes plus dans les rêves, mais que nous avons une conscience de l'objectivité des choses qui nous entourent, et là, on va retrouver, bien sûr, au moins l'inspiration cartésienne sur la science, eh bien, là, notre action devient efficace. Donc, la relation de causalité, c'est ce qui bétonne, dit Kant, notre relation au monde, ce qui lui donne son côté dur et fort, parce que le monde se met à avoir une dimension objective. Qu'est-ce qui lui donne cette dimension objective qui fait que ça va être solide, même si tout ça se passe dans ma tête? Eh bien, par exemple, si je reste sur la causalité quelques secondes, c'est que je sais, vous le savez tous, et je le sais a priori, dit Kant, c'est pas un truc que je découvre en voyant des choses qui se suivent toujours ensemble. Je le sais, je le vis comme ça. C'est ça la vraie expérience, dit Kant. Je sais que tout phénomène a une cause. Quand je vois le monde autour de moi, je sais que tout a une cause. Et je le sais, dit Kant, a priori, je ne l'apprends pas de ce que je vois du monde. Je le sais, ça veut dire qu'en un sens, c'est moi qui l'apporte. Et je vais, en fait, par la fabrique de mes représentations. Et là, je vais vous faire rapidement, je vais redétailler ce que j'avais dit, mais de la manière beaucoup plus complexe que Kant développe dans son célèbre livre La critique de la raison pure. La fabrique de la représentation. C'est quoi une représentation? Et je prends les représentations du monde qui m'entoure. Alors, c'est pas une représentation d'autrui, une voiture, un arbre, un fauteuil. Et si je reviens encore sur représentation, même si le jeu de mots, enfin, ou du moins l'étymologie n'est pas valable en allemand. Je vous l'ai dit, elle est valable qu'en français et en anglais. C'est représentation. C'est-à-dire qu'il y a représentation parce qu'il y a une présentation originaire. Et là, Hume a raison, dit Kant, la présentation originaire, c'est l'impression sensible. C'est-à-dire que je suis bombardé en permanence de sensations quand je vis. Je suis bombardé de sensations. Et c'est l'impression pure. Et cette impression, je la reçois. Je suis très passif par rapport à elle. C'est tout à fait très chaotique. Imaginez ce qu'a dans la conscience un bébé qui n'a pas de catégorie dans la tête pour mettre le chaos d'impressions qui lui arrive sans cesse
de son corps et du monde environnant, on dit que le bébé, les enfants mettent tout sur le même plan. Les nouveau-nés mettent tout sur le même plan, ne contrôlant pas leur corps, ce qui leur vient de leur corps, donc les représentations intérieures, ou les sensations intérieures, synesthésiques, dit-on, et puis ce qu'ils perçoivent du monde extérieur, tout ça, c'est le même plan. Et c'est le chaos. Et ce chaos, dit Kant, c'est moi qui le mets en ordre. C'est-à-dire, mon esprit est actif. Donc, il produit la représentation. Il la produit, et Hume avait bien vu, sur la base de ce matériau d'origine qui est l'impression sensible. Mais rien que le fait que ces impressions sensibles, je vais être capable de les classer dans le temps et de les traduire en termes spatiaux, c'est-à-dire de les introduire, de les installer dans un cadre spatio-temporel, ce qui est votre vie consciente à tous, eh bien, rien que par là, l'activité de l'esprit se révèle, l'activité de l'esprit. Et ça n'est que la première phase, c'est-à-dire la première couche. C'est-à-dire que ce que vous percevez sensiblement, vous le percevez dans le temps et l'espace. Quand vous ouvrez les yeux, même si vous ne réfléchissez pas, le monde est spatio-temporel. Mais le temps et l'espace, dit Kant, c'est des catégories de votre esprit. C'est lui qui met en forme comme ça, en les faisant succéder d'une part, et en les étalant dans l'espace, d'autre part, les impressions qui vous bombardent en permanence. Et puis, il y a une deuxième couche, et cette deuxième couche, elle est liée à ce que vous appelez, à ce que j'ai déjà appelé moi l'entendement, à ce qu'on appelle souvent en français la raison, à ce qu'il appelle les catégories de la raison. Et les catégories de ma raison, c'est-à-dire que, par exemple, j'en prends une très simple, c'est la catégorie de substance. C'est-à-dire que pour vous, le fauteuil, l'arbre, la voiture, même autrui, quand vous vous les représentez, ce sont des substances. C'est-à-dire que vous êtes conscient que la personne qui était maladière et qui est en bonne santé aujourd'hui, c'est la même personne. Il y a une substance, il y a une dimension substantielle, c'est la même. Cette identité, c'est vous qui la construisez. Parce que normalement, votre esprit, il est bombardé en permanence de sensations, et si vous ne les mettiez pas en ordre, vous ne percevriez pas comme vous percevez. Donc, il y a des tas de catégories, alors quand on fait des tableaux célèbres, qui nous permettent de saisir le monde de manière structurée, ordonnée comme il est, et de donner à ce monde qui est autour de nous une dimension objective, qui, bien sûr, nous permettra ensuite d'agir dessus, même si, alors je commence à le dire maintenant, même si cette objectivité n'est pas la réalité ultime. C'est-à-dire que ce soit la dimension spatio-temporelle, que ce soit le côté substantiel, ou même la relation de causalité, ça ne s'applique qu'à ce que Kant va appeler des phénomènes. C'est-à-dire que ce que je perçois du monde, c'est des phénomènes. Ce sont des phénomènes sur lesquels je peux agir, et donc je peux devenir efficace quand je suis capable de mettre en ordre par les catégories de ma raison le monde qui m'entoure et cette tempête permanente de sensations que je reçois. Et c'est ce qui fait que je vais pouvoir être efficace quand je vais agir. Mais en même temps, ultimement, du point de vue théorique, ce que je perçois et ce que je mets en ordre, c'est ce que les scientifiques appellent des phénomènes. Et phénomène, ça veut dire que c'est ce qui apparaît. Mais ce n'est pas ce qui est réellement. Ce qui est réellement, peut-être, ça me restera à tout jamais inconnu. Ce qui est vraiment le fauteuil, ce qui est vraiment l'arbre, ce qui est vraiment autrui. Ça me restera à tout jamais inconnu, peut-être. Et ce qui est là, c'est ce que Kant appelle la chose en soi. Il l'appelle parfois le noumen aussi. Bon, je ne vais pas m'étendre parce que je vois que le temps qui file sur ce que ça veut dire. Et donc la question, si je la reformule, la question qui était celle a priori de la communication d'aujourd'hui, c'était est-ce que je peux sortir de l'enfermement dans mes représentations? Pour Kant, ça voudrait dire est-ce que je peux traverser ce monde des phénomènes pour atteindre les choses en soi? Et la réponse de Kant, vous allez voir à quel point elle répond à la question que vous m'avez posée là, c'est agir. Mais agir d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a des actions où je flotte dans le monde des phénomènes,
Et il y a un type d'action, qui est l'action qui me mettra en contact avec le vrai réel, mais le vrai réel de moi, c'est-à-dire de ce que je suis moi. Et là, vous allez me dire, c'est de la philosophie. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'homme, dit Kant, c'est que l'homme est un être qui est guidé par ses représentations, mais par la représentation de lois. Ces grandes lois qu'il a, ces grands principes qui le font agir, qui vous font agir. Et là, on est dans le nœud, et je n'aurai sans doute pas le temps d'en parler, le nœud de l'action. C'est les maximes de nos actions. Exemple, œil pour œil, dent pour dent. Ou alors, le mensonge parfois peut être bon. Voilà des maximes que certains d'entre vous ont, que nous avons. Et parmi toutes ces maximes, dit Kant, il y en a une qui est tout à fait à part, qui est un produit de ce qu'est ma raison elle-même, de l'activité spontanée de ma raison. Et cette maxime, c'est ce qu'il appelle l'impératif catégorique, dont la formule, c'est... Alors, je vous donne la formule, puisque vous voulez peut-être des réponses pratiques, et vous allez peut-être me poser des questions pratiques. Je vous donne la formulation la plus pratique qu'il donne, et ce sera ma conclusion. La formule d'impératif catégorique, en moi, donc c'est une des représentations de ma conscience. Et voilà en quoi elle répond à la question numéro 2 que vous m'avez posée, parce que, dit Kant, c'est le fondement de toute action qui va réussir. Ou de toute action qui est solide et qui est le vrai guide, c'est agis de façon que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans celle d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Alors, j'ai peut-être pas, il me reste à peine une minute, même pas. Je termine en vous disant ça. Donc, en fait, il y a un critère de l'action sur laquelle je peux m'appuyer. Candy, celle-là, elle est à la fois le meilleur type d'action, et c'est celui qui me met vraiment en contact avec le réel que je suis moi, en tant qu'homme. C'est de faire mon devoir moral. Quand je suis au sens de suivre, ce que me dicte ma pure raison pratique, et que chaque fois que j'agis, je m'efforce de respecter la dignité absolue de la personne humaine, alors je suis dans le réel. Je sors des fantômes de ma représentation et j'entre, dit Kant, dans ce qu'il appelle la République des esprits. Je traite les autres comme des sujets et pas comme de simples phénomènes, comme des objets. Voilà, je vois que je suis à 41. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà. Pour cette conférence, cet exposé, ce retour dans ces philosophes qui ont tant à nous dire sur les représentations. Si vous avez des questions, voilà, posez-les. Moi, j'avais envie que vous me partagiez aussi votre propre point de vue aujourd'hui de la force de ces représentations pour justement nous mettre dans l'action, parce qu'effectivement, on est plutôt dans une urgence à nous mettre dans l'action. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous freine? Quelles sont ces représentations qui nous enferment? Je comprends tout à fait qu'il y a une conscience de savoir qui on est pour pouvoir se mettre dans l'action. Est-ce qu'on est vraiment dans cette conscience-là, même si depuis Descartes et Kant, le temps est passé? Est-ce qu'on a cette autonomie-là? Est-ce qu'on a cette volonté-là, cette conscience-là? Est-ce qu'on a avancé sur l'enfermement de nos représentations pour pouvoir nous en libérer ou du moins gagner en conscience? C'est une question que vous me posez? Oui. Alors, oui et non. Je vous dirais, pour répondre à la toute première ébauche de questions que vous m'avez posée, je vais répondre à la manière de Kant et je vous dirais c'est ce que j'en pense personnellement, sinon je ne l'enseignerai pas. Ce qui nous freine, c'est l'immoralité, l'égoïsme. Et l'égoïsme dans toutes ses versions, que ce soit la version idiote, du style je poursuis, comme disait Rousseau, je poursuis aveuglément tout ce qui est en rapport avec mon amour propre. Il n'y a rien de plus bête. Et ça nous parasite tous. Et puis les calculs. Donc ça, c'est la forme plus... C'est ce qu'Aristote avant appelait l'égoïsme bien compris. Les calculs d'intérêt égoïste. On vit dans un monde qui est quand même ravagé par ça. Hein.
Et moi, j'adhère à ce que dit Kant, c'est-à-dire que je pense que l'action morale est une action sûre. Elle est dure pour nous, mais elle est sans doute la seule voie. Alors, voilà, et je rajouterai quand même un petit oui à ma réponse qui était plutôt, enfin, quand je vous dis ce qui nous freine, c'est l'immoralité. Donc, est-ce qu'on a avancé? Je vous dirais en un sens, comme le dit Kant, on a souvent tendance à faire du surplace. Pourquoi faire du surplace? Parce que l'homme est un bâton tordu, dit Kant. C'est-à-dire, le mal est en nous profondément. Le mal, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme sous toutes ses formes. Et malgré tout, puisque Kant pense qu'à dans l'étendue infinie de l'histoire, les hommes se moraliseront toujours plus, eh bien, il y a aujourd'hui, par exemple, la Charte des droits de l'homme de l'ONU. Ça veut dire que prendre appui sur elle, s'y référer en permanence, c'est la garantie d'une action efficace. Et Même si peut-être l'immoralité et la moralité sont encore à définir, surtout avec ce que l'on doit faire face. J'aurais aimé peut-être, mais je ne suis pas sûre qu'on en ait le temps, Alban, tu vas nous dire. Vous questionnez autour du nouveau paradigme que nous propose Marc Halévy avec sa néoticité et qui nous fait une définition magnifique de ce que sera le nouveau monde. Et du coup, j'aurais aimé pouvoir discuter avec vous de que les représentations nous permettraient pour accéder à ce nouveau paradigme de la forêt verte qui pousse, mais qu'on ne voit pas encore. Mais qui serait quoi même si vous le dites en 2 secondes, si c'est possible. La néoticité, lui, il nous projette sur un nouveau monde qui a déjà commencé en 1914, nous dit-il, et on sera au paroxysme en 2100, qui serait basé sur le triomphe du féminin, et non pas de la femme, hein, du féminin, de ce féminin qu'on a tous en nous, de la proximité, de la frugalité, de l'éducation et non plus de l'instruction. Enfin bon, il nous propose quelque chose d'assez enthousiasmant en tout cas, et qui ramène à ce qui on est vraiment, à ce que il nous invite à remettre la vie au centre de la vie et de retrouver notre pouvoir. Bref, mais c'est vrai qu'on aurait pu parler du coup des représentations à tordre peut-être ou à retrouver pour nous faciliter de voir cette forêt verte qui pousse. Pour simplement dire une chose, par rapport à ça, il est clair que ce que j'ai dit moi, vous me permettrez l'expression, est beaucoup moins sexy, c'est-à-dire c'est la fameuse rigueur kantienne qui en effraie plus d'un. Vous me demandiez simplement, et je dis ça et ça prend 2 secondes, comment définir la morale? C'est très simple. La morale, c'est chaque fois, ce qui est immoral, c'est considérer les autres comme des objets ou comme des choses. Et j'ai peur que l'enthousiasme et la vie, de temps en temps, quand on se laisse trop aller, nous fasse déraper dans ce genre de choses. Voilà. Et alors, moi, je me permettrai juste une phrase aussi. Et pourtant, on a besoin de nouvelles visions, de nouveaux projets et de choses qui nous font aussi un peu vibrer. Et pour aller dans cette direction des nouveaux projets ou des nouvelles façons de vie ou construction de vie, je me permettrai juste de vous partager ce livre que je viens juste de finir, qui s'appelle « Messages des hommes vrais au monde mutant », écrit par Marlo Morgan, si des fois vous aviez envie de l'emmener pour vos vacances cet été. Voilà. Mais pas, je vais le noter. On n'a pas eu de questions supplémentaires, mais juste peut-être le temps de digérer tout ce que vous nous avez. Oui, c'est ça, c'est que je reconnais que j'ai. Et nourri, mais merci énormément pour toutes ces connaissances que vous maîtrisez magnifiquement. Alban, tu as peut-être eu un mot, parce que je sais que le temps passe. Un grand merci, monsieur, pour votre présence. Effectivement, enfin, d'associer, j'ai trouvé ça très intéressant et de revenir à la moralité. Et même, on se pose la question de l'humain, mais aujourd'hui, avec la crise écologique, on peut même se poser la question de la nature. Et ce que vous avez dit plus tôt, notamment sur Oum, était intéressant. C'est-à-dire que on se détache des choses, et c'est en se détachant de la réalité des choses que malheureusement on se construit des représentations qui nous amènent parfois à ne pas agir conformément à ce qu'on devrait faire. Un grand merci. Il me semble que vous avez préparé aussi un
un PDF pour l'ensemble des Oui. participants. Donc, la vidéo sera bien entendu disponible, mais ceux qui auront envie de voir ce PDF et de s'en inspirer pour leurs animations par la suite pourront bien entendu s'y référer. C'était un très bel éclairage. J'espère qu'on aura d'autres occasions de faire d'autres éclairages sur d'autres notions. Alors, je vois, si je peux permettre de vous interrompre, je vois des tas de questions qui fusent là, Ouais. sur est-ce que Lacan était kantien ou est-ce que j'ai un email où on peut me joindre? Donc, est-ce qu'il y a une bande quelque part de dialogue où je... Alors, on va prendre les questions. Ça dépend si vous voulez Moi, rester. j'ai du temps. Enfin, moi c'est bon. Ouais. J'ai encore 1 heure, hein, donc je veux pas. Mais moi, j'ai du temps. J'ai fini de remplir mes bulletins, donc c'est bon. Rosen, si tu veux bien prendre les quelques Ouais. questions qui restent, et très bien. Pour les adresser maintenant? Oui. J'avais entendu si vous devez Lacan partir, mais tu nous laisses du coup la conférence. Oui, bien sûr. Oui, Ok, bien sûr. d'accord. Alors, alors allez-y, vous avez lu comme moi les questions. Donc, la première étant, Lacan est-il kantien? Alors, attendez, parce que je ne maîtrise pas bien ce chat. Est-ce qu'il y a une commande où je peux voir les questions? Ah oui, ça y est, je les vois. Exactement. Je les vois. Oui. Alors, Lacan était-il kantien? Ça, c'est une question redoutable. Hein. C'est moi qui pose cette question, un petit clin d'œil. Oui. Parler de l'homme considéré non objectisé. Oui. Voilà. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je vous dirais, pour y répondre de manière un peu transversale, que c'est le rapport, et ça recouvre ce que vous disiez tout à l'heure sur la vie aussi, hein, qu'en ce qui me concerne, quand j'ai à définir la conscience morale et la mauvaise conscience, donc la morale aussi, je passe non pas par Lacan pour donner ça à mes élèves, dans mes élèves un côté plus vivant et aussi plus passionnant pour eux, plutôt par Françoise Dolto que par Jacques Lacan, et que les convergences entre ce que dit Françoise Dolto de tout ce qui est dévitalisant pour notre psychisme, qui nous rend tristes, qui nous affaiblit, qui nous rend dépressifs. C'est toutes ces formations névrotiques du surmoi qui sont comment dire, qui sont des choses aussi qui parasitent terriblement. Alors là, vous parlez de représentation, elles sont moitié inconscientes, comme vous savez, puisque le surmoi, c'est quand même plutôt largement inconscient. Toute cette culpabilité, cette honte parfois que nous traînons avec nous. Et il me semble que par rapport à ça, Kant dit, mais non, la seule chose qui est morale, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de ne pas traiter les autres comme des choses. Et ne pas accepter de se laisser traiter soi-même comme une chose. Et vous parlez de l'écologie tout à l'heure. Il me semble que pour bien que vous voyez concrètement ce que je disais moi, par rapport à ce qui peuvent être vos préoccupations, beaucoup d'écologistes ont tendance dans leur action et leur activisme, à traiter les adversaires, ou même parfois les alliés, comme des imbéciles ou comme des choses. Et ça me semble être une grave erreur. Ça veut dire que l'action morale, même pour l'écologie, c'est peut-être celle qui, comme dirait Kant, comme le dit celui dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un des successeurs modernes de Kant et qu'il a adapté à l'écologie, c'est-à-dire, attendez, son nom m'échappe, Hans Jonas, dans le célèbre livre qui s'appelle Le Principe Responsabilité. Eh bien, je pense que moraliser l'action, ça la rendrait plus efficace, parce qu'on a affaire à des sujets. Et donc voilà ce que je veux dire sur le rapport avec l'écologie. Sur Lacan lui-même, même si c'est un clin d'œil, même si c'est simplement un clin d'œil, j'aimerais bien savoir, mais je ne sais pas. Lacan était beaucoup de choses, il a mouliné beaucoup de concepts philosophiques. Je me demande s'il les a toujours très bien compris, mais il était suffisamment intelligent pour en comprendre beaucoup. Ça relève un point essentiel, c'est la question du surmoi, c'est la question de la culpabilité. Parce que
voilà, on est parasité par des représentations qui sont des représentations très, très affaiblissantes et on se sent coupable alors qu'on ne l'est pas. La seule chose pour laquelle on devrait se sentir coupable, c'est de traiter les autres comme des objets. Hmm. Et Voilà. ça, vous avez évoqué, enfin, vous avez parlé, moi je parlerai vous avez parlé d'égoïsme, mais il y a le narcissisme qui est, je trouve, encore une autre étape dans Voilà. laquelle Ah, oui. notre société Oui. a plongé. Et donc, du coup, Oui. cette définition de la morale que j'aime beaucoup, considérer Oui. l'autre comme quelqu'un d'important et pas comme un objet, où on s'est noyé dans Oui. l'opportunisme que l'autre peut représenter. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Quelle représentation il va falloir changer pour qu'on puisse revenir à Écoutez, une plus grande harmonie? de toute façon, une des formes, vous la connaissez bien, j'imagine, comment dire, elle ruisselle dans les journaux. Une des formes de l'objectivation d'autrui, c'est la marchandisation. C'est-à-dire qu'on traite les autres non seulement comme des... Donc, il faudrait démarchandiser déjà nos rapports avec les autres et on est pris dans un réseau, je dirais, si je le disais de façon un peu brutale, le fric est partout et on ne peut pas y échapper. Ou alors, on peut y échapper peut-être par un surcroît de conscience. Il ne faut pas être trop naïf. Hein, je lirai avec attention, je pense, le livre d'Halévy auquel vous avez fait allusion. Qui s'appelle Où va l'humanité, philosophie Oui. de l'histoire. Ça m'intéresse parce que c'est toute la question. Là, je pourrais prendre une référence que je n'ai pas du tout prise dans ce que je disais, qui est celle de Karl Marx. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à du socialisme utopique. Et comme disait Marx, le socialisme utopique reste utopique. C'est-à-dire que tôt ou tard, c'est racheté par une grosse entreprise. Le commerce équitable est racheté par de gros. Je dirais l'alimentation biologique est rachetée par de grosses firmes multinationales. Alors, il faut rester vigilant parce que alors vous avez esquissé à peine ce que vous disiez sur les projets d'Halévy. On a très vite fait de déraper. Moi, c'était le but de mon intervention. On a très vite fait de déraper dans la marchandisation, dans l'utilisation égoïste, dans l'immoralité, au sens où moi je la définis, oui. Donc, C'est-à-dire que lui, Marc Halévy, arrive à dire, et bon, moi c'est ce que je partage, donc c'est vrai que ça me conforte mes représentations, mais à dire qu'on est arrivé au bout du narcissisme avec cette crise du climat qui de toute façon ne peut que nous permettre de nous réinventer et de nous rendre un peu plus humains, en tout cas de faire ce constat-là. Donc après, si vous voulez, sans forcément aller dans la lecture de son livre qui reste très intéressant, il a fait une conférence en Suisse qui s'appelle « Qu'est-ce qui nous arrive ?» qui résume un peu ce qu'il a à nous dire, en tout cas moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans la projection justement d'autres représentations et pour sortir de nos enfermements qu'on a tous de toute façon et qui sont très puissantes parce que la façon dont vous en parlez, on voit toute la puissance et pour s'en extraire finalement c'est un chemin que l'on doit faire vers soi pour justement refléter ce qu'on a envie d'offrir aux autres et ce qui reste le chemin de toute une vie. Si j'arrive un peu à cadrer ce qu'il peut dire dans ce livre à partir de ce que vous m'en dites, voilà ce qui sera ma réponse. Ça vous permet peut-être de comprendre aussi quel est le noyau de ma position. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'adhère personnellement à des tas de choses que dit Kant, mais je n'en reste pas là. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est que, vous voyez, le maître mot de la philosophie de celui qui est peut-être le dernier des grands philosophes européens, c'est-à-dire Nietzsche. Le maître mot de ce que dit Nietzsche, c'est se réconcilier avec la terre. C'est-à-dire que Nietzsche dit, nous vivons dans une culture, mais une culture qui est dans nos têtes de façon très profonde. C'est que nous détestons, au fond, même si nous ne le disons pas, sans nous en apercevoir, nous détestons la vie, nous détestons la terre. C'est toutes les catégories qu'on nous a mis dans la tête et qui sont, d'après Nietzsche, le fond de la culture européenne, culture qu'il appelle nihiliste. C'est pour ça que la question que je me pose, c'est la réponse des philosophes, hein, c'est que je ne suis pas sûr, malheureusement, que des choses terribles qui nous arrivent de l'extérieur, le réchauffement climatique, l'empoisonnement des rivières, la marchandisation toujours galopante, le délire médiatique, etc. Je ne suis pas sûr que ça suffise
Et je pense que le remède est à l'intérieur, c'est-à-dire dans une sorte de transmutation. Alors, Nietzsche parle de transmutation des valeurs. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous changions de valeurs et que nos valeurs soient des valeurs, voilà, la transmutation de toutes les valeurs. C'est ça le grand projet philosophique de Nietzsche, qui va beaucoup plus loin que ce que dit Kant. Et en même temps, le maître mot de tout ça, c'est la volonté de puissance. C'est-à-dire que le maître mot de la philosophie de Nietzsche, le même qui dit qu'il faut se réconcilier avec la Terre, c'est quoi la Terre? C'est ça, c'est quoi la Terre? Je dirais, les remarques de ces chieurs professionnels que sont les philosophes sera toujours méfiez-vous, parce qu'au moment où vous croyez vous être libéré, vous vous êtes encore plus pris dans le réseau des catégories, qui sont des catégories qui vont vous mener exactement dans le sens inverse de ce que vous voulez. Voilà, là, je joue ma partition de philosophe. Hein. Je suis là pour ramener les gens à la philosophie, pour les ramener, parce que nous, les Occidentaux, nous sommes pétris par ça, à un point que nous imaginons guerre, et tout ce que nous ferons s'inscrira dans un réseau, oui, c'est ça, qui est un réseau très, très cohérent. Et je ne suis pas sûr que nous arrivions comme ça ce sera plus, ce que je veux dire, c'est ce sera plus difficile que nous croyons. Voilà. Nadine a une question pour vous, Alain. Est-ce que c'est le mail ou est-ce que c'est non, c'est par audio. Elle a levé la main. D'accord, oui, bien sûr. On t'entend. Oui, alors j'ai juste une remarque. Alors, c'était, vous disiez que pour sortir au fait de ça, une des pistes, c'était justement de sortir de l'immoralité et donc de considérer comme des gens comme de ne pas considérer les gens comme des objets, au fait de donner une valeur morale à nos actions. Sauf que moi, j'ai lu dans un livre, alors j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus, que en matière de bien et de mal, les gens ne cherchent pas la perfection morale. Ce qu'ils souhaitent, c'est se sentir assez bien. Et qu'à partir du moment où ils accomplissent une bonne action, ça leur donne un sentiment de satisfaction. Et par la suite, ça peut les pousser à suivre leur impulsion et à se donner la permission de faire quelque chose de mal. Et donc, l'idée, c'est que si on raisonne nos actions en termes de bien et de mal, donc d'autorisation morale, et ben, le risque, c'est justement de se dédouaner une fois qu'on a fait quelque chose de suffisamment bien. Alors, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Moi, par rapport à l'analyse factuelle, textuelle que vous venez de faire, même du point de vue de ce que j'ai dit tout à l'heure dans en espèce de conférence, je ne peux qu'être entièrement d'accord. C'est-à-dire que si je le disais d'une manière, on va dire poétique, je crois qu'il y a un vers d'Aragon qui dit quelque part que le malheur est profond, profond, profond. Kant dirait le mal est profond, profond, profond. Ça renvoie tout simplement, c'est pas la peine de tourner autour du pot, ça renvoie à je dirais au concept chrétien de péché originel, c'est-à-dire que l'homme baigne dans le mal jusqu'au cou. Ce que vous dites là, ça pourrait être tout à fait un argument de Kant. Hein. D'ailleurs, à mon avis, c'est l'idée calque de Kant. Hein. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes font ça pour se sentir bien, en effet. C'est-à-dire qu'ils suivent non pas ce que Kant appelle la loi morale, qui est comme une sorte d'idéal moral, si vous voulez, qui est autre chose que ce que vous venez de dire. Ils suivent leur... Alors, quel est le mot de Kant ou le mot, une sorte parce que c'est un mot qu'emploie Hume aussi, ça. C'est une sorte de plaisir, qu'ils ressentent à l'action morale. Et vous avez fait, par ce que vous m'avez dit, vous êtes rebondir à juste titre, à très juste titre, je dirais, dans l'idée que ça peut tout à fait se tourner dans la perversité, c'est-à-dire c'est l'amour propre. C'est l'amour propre. C'est l'amour propre. Là, il y a un auteur immortel qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, Pascal disait ça aussi, qui a mesuré la profondeur incroyable de ça. C'est-à-dire que je suis content de moi et puis donc puisque j'ai fait le bien, ben maintenant je peux faire le mal. Oui, c'est ça. Ça peut être bien. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas pour moi, il me semble qu'on n'est pas dans la démarche de Kant qui était vraiment une moralité supérieure. Là, on voit que finalement, on se donne l'autorisation parce qu'on a fait une petite action qui est bien. Oui. Et ça, c'est compliqué quand il est question de changement, de se dire, on doit tendre. Si on donne une valeur morale, on a ce piège-là.
Je vous dirais, vous voyez, il y a un truc classique qu'on apprend à tous les élèves de terminale, ça ne veut pas dire qu'ils le retiennent tous, mais c'est que le devoir, c'est un devoir, donc ça fait mal. Faire son devoir, c'est pas agréable. Et Kant va se battre toute sa vie contre cette idée que faire le bien, ça peut faire plaisir, parce que si c'est le devoir moral, il y a une dimension, alors là, il faut peut-être pas tomber non plus dans le dolorisme, mais il y a une dimension qui n'est pas très agréable. Au moment où on le fait, c'est pas facile. C'est pas facile. Je crois que si on veut suivre le critère kantien, qui me paraît être peut-être le meilleur et peut-être le seul, c'est pas facile. Je vous dirais quand même, mais il faut pas chercher ça, qu'ensuite, on se sent mieux. Mais voilà la différence que fréquente. C'est que si vous le faites, ça il l'a fait, ça c'est un des classiques aussi de sa philosophie, que si vous faites le bien pour vous sentir bien, ça se passera mal. Si vous faites le bien et que c'est dur, et qu'après vous vous sentiez bien, ça c'est différent. Voilà. C'est ça qui est, voilà. Et donc, mais que vous vous sentiez bien après, ça n'empêchera pas, je crois que Kant emploie ce mot-là, la perversité de revenir, c'est-à-dire la tendance à faire le mal. Bah non, c'est un peu abstrait, hein. Le bien, le mal, là, on est un peu dans des choses un peu abstraites aussi. C'est chouette en tout cas de pouvoir donner cette connexion qui permettra, parce que la pensée, on sait quand elle commence, mais effectivement, elle fait un long chemin. C'est un Ouais, processus. un processus. Ouais. Donc c'est chouette en tout cas de permettre à ceux qui sont présents et ceux qui regarderont en replay aussi de vous poser d'autres questions. Ok. Écoutez, de toute façon, si les gens qui sont là et que ça intéresse, je vous transférerai, on va organiser, je l'ai dit, un café philosophique franco-allemand. Franco-allemand, ça veut simplement dire que pour les gens qui sont germanophones, il y a une traduction simultanée, et inversement, quand les gens posent des questions en allemand, il y a une traduction simultanée en français. C'est par l'institution qu'a cité Allemand tout à l'heure, qui est Europe Éducation École, et l'association culturelle franco-allemande de Hambourg, qu'on va faire ça. Et a priori, on devrait en faire un dans pas longtemps, sur un thème un peu différent, hein, qui est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art de masse, est-ce encore de l'art? Et puis on en prévoit d'autres. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, Alain? Non, le suivre du tout. Non, mais je vous posais la question au cas où, parce que c'est vrai que ça peut être aussi une façon. Ok. Je fais trop de choses. Donc, voilà. en tout cas, on essaiera avec l'Université du Facteur Humain de communiquer les cafés philo que vous organiserez. Très volontiers. Très volontiers. Très bien. Ben, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée et puis très contente que cette Université du Facteur Humain nous nourrisse d'autant d'interrogations pour mieux comprendre tous les enjeux de nos facteurs humains. Ouais. Et avec ce GIECO, enfin voilà, ça nous pulse vraiment dans quand même autre chose, même si on a bien conscience que les représentations sont puissantes pour construire une autre façon de penser malgré tout et plus que tout, et revenir sur quelque chose de très moralisant. Je pense que cette définition que vous nous apportez, déjà de considérer l'autre comme ne plus être un objet, ce serait un grand pas vers notre humanité. Et le contraire de objet, c'est sujet. Considérer l'autre comme un sujet, c'est un centre autonome d'action, c'est une autre manière de vivre. Ouais. Bah déjà, il faudrait reconquérir notre autonomie de pensée et on voit bien la querelle dans laquelle elle suscite cette autonomie. Et puis, moi, je me permets parce que c'est vrai que j'ai passé la journée à faire des ateliers philo dans les écoles et je trouve que c'est une vraie, à partir du CP. Et c'est une vraie reconquête de notre autonomie de pensée. Donc, parlez-en autour de vous, puisqu'il y a des animateurs philo dans toute la France qui sortent du parcours Sèvres en France grâce à Frédéric Lenoir et plein d'autres formations proposées. Et c'est vraiment très joyeux de venir à leur rencontre pour cultiver cette démocratie et ces graines de vivre ensemble. Merci beaucoup. Oui, très bien. À vous, Alain, d'avoir donné de votre temps. Et merci à vous toutes d'avoir suivi cette conférence. N'hésitez pas à faire suivre. On vous enverra de coup le replay dans le Slack. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.